Salut! Aujourd'hui, tu es le propriétaire de Forêt et Goûter. Oui. Pourrais-tu nous dire depuis combien de temps tu es ici au salon? Tu viens au salon? Nous autres, c'est notre première année aussi au Salon du Trappeur, mais l'entreprise a déjà 8 ans sur le marché. Là. Forêt Goûter, on se spécialise dans les produits comestibles de la forêt, tels que champignons sauvages, épices boréales et tisanes forestières. C'est vraiment 100% du Québec. Nous autres, c'est nos propres cueillettes. On n'achète pas de n'importe qui pour redistribuer. C'est vraiment nos propres cueillettes, à moi et mon père. Tout est récolté en Haute-Mauricie, au nord de la Tuque. Là. Ouais. Plus, c'est tout naturel, dans le fond? Ben oui, c'est tout de chez nous. C'est pas plus... c'est super naturel. Je te remercie beaucoup de nous avoir présenté des produits. Yeah. Francis, c'est un travailleur forestier qui est un peu différent des autres. Il y a quelques années, en 2012, lui et son père ont créé Forêt et Goûter, une entreprise spécialisée dans la cueillette puis la vente de produits forestiers non ligneux. Leur spécialité, les champignons sauvages, les épices boréales, les tisanes forestières. Forêt et Goûter récolte plus de 60 produits de la forêt mauricienne. L'entreprise a créé des emplois, en plus de faire affaire avec une dizaine de cueilleurs indépendants lors de la période des récoltes. Chez Forêt et Goûter, on offre de la formation de différents calibres pour les travailleurs, les chefs cuisiniers ou tout simplement pour ceux qui voudraient s'initier à la mycologie. On retrouve la boutique de Forêt et Goûter au village du Bûcheron de Grande-Pile, en Mauricie. Ouais. Mesdames, Messieurs, M. Francis Fournier. Merci. Ouais, bonjour tout le monde. C'est ça, comme il dit, nous autres, on se spécialise dans les produits sauvages là, de la Haute-Mauricie. On cueille principalement nos produits à 150 km de la ville de La Tuque, en pleine forêt boréale. Comme je vous dis, il y a plein d'affaires à cueillir. Là, nos forêts, là, c'est vraiment un garde-manger là, qui déborde. Là, c'est vraiment des ressources qui sont méconnues. Puis pourtant, je pense que c'est plus un savoir qui s'est perdu. Parce que les Indiens, ils mangeaient bien quelque chose avant qu'on arrive. Puis les premiers trappeurs, les coureurs des bois, ces affaires-là, ben il fallait bien qu'ils survivent avec de quoi. Puis ils mangeaient tous ces produits-là, eux autres aussi. Là. Fait que tu sais, quand on parle... on va commencer par une herbe qui est assez facile. Le thé du Labrador, que tout le monde a entendu parler. Puis que je te dirais que dans les salons que je fais, il y a encore 80% de la population qui ne sait même pas c'est quoi le thé du Labrador. Qui est encore surprenant, là. Surtout que depuis les 10 dernières années, comment on en parle de cette plante-là. Puis pourtant, c'est une plante qui est très, très simple à reconnaître, avec un petit velours blanc en dessous de la feuille, tout simplement. Puis on en a à la grandeur de nos forêts boréales, puis c'est une plante qui pousse dans nos tourbières, là, dans les secteurs humides, ces choses-là. Là. Je veux faire passer peut-être que le monde puisse le voir comme il faut, le thé de Labrador. C'est une plante qui est très aromatique, très goûteuse. Oui. Ça vient à peu près 2,5 pieds, 3 pieds de haut maximum, là. Ouais. Puis, à pas confondre avec le calmia, par exemple, qui, elle, n'a pas de velours, mais qui pousse dans les mêmes endroits. Puis, le monde font souvent le mélange entre les deux. Ouais. Puis, on a commencé avec des faciles aussi, comme ça. Tu sais, faut pas réinventer la roue. Le sapin. Le sapin, c'est le plus vieux remède du Québec. Si ça ne serait pas du sapin, on ne serait pas là. Les Indiens ont sauvé les colons du scorbut grâce à ça. T'sais, c'est super riche en vitamine C, c'est super bon pour la gorge, les sinus, la voie respiratoire. Puis on peut même s'en servir en cuisine. On va chercher un goût boisé, très forestier avec ça. On peut s'en servir, c'est comme le thé de Labrador, on peut s'en servir un peu comme d'une feuille de laurier. Tu fais un ragoût, tu fais un mijoté, quelque chose de même, tu rajoutes quelques feuilles dans ton bouillon, tu laisses mijoter ça, tu vas aller chercher le goût du thé de Labrador. Puis on peut s'en servir du sapin un peu de la même manière. Puis c'est des saveurs que, si on recule de 200-300 ans, que tout le monde utilisait, qu'aujourd'hui, ben, on ramène tranquillement sur la table pour... Puis c'est notre terroir à nous autres, dans le fond, là. Oui? Des périodes préférées pour la cueillette, pour que justement pour le thé de Labrador? Oui, comme le thé de Labrador, on va le cueillir principalement entre la feuille, on va la cueillir principalement de la mi-juillet aller jusqu'au 15-20 août. Oui. Quand la feuille est bien blanche. Quand on arrive à l'automne, trop tard, la feuille va virer orange, là, elle est plus bonne. Oui. Ben, elle a encore du goût, mais elle n'aura plus toutes ses propriétés et tous ses arômes. Là. On va en avoir beaucoup moins, on va en avoir perdu beaucoup. Tandis que si on l'accueille durant l'été, de la mi-juillet, aller jusqu'à fin août, là, on va aller chercher le maximum de ses saveurs. Ouais. Même chose avec le sapin, lui, on va le cueillir au début de l'été. Avant qu'il vire en bois, quand il est encore vert-tendre, là, la pousse, là, la nouvelle repousse, quand il est encore vert-tendre, là, tu as juste à tirer dessus et à te reste dans les mains, là, c'est là qu'il est le temps. Mais aussitôt que tu commences à
à travailler après pour l'arracher, là, c'est fini, t'arrêtes, là. Ouais. Là, j'ai aussi amené quelques épices que là, je vais même vous montrer. Je vais les ouvrir, eux autres, ça va être plus simple. Ça, c'est des épices, ça demande un peu plus de travail, mettons, pour les identifier, ces choses-là, mais ça vaut la peine. Puis c'est pas... Puis on en a. Comme ça, vous faire passer le sac, là. Ça, c'est du poivre d'aune. L'aune crispée. On appelle aussi le poivre des dunes. Ça, donne un poivre qui est plus doux, boisé avec une touche d'agrumes. Mais ça, il ne faut pas confondre avec l'aune rugueux. Ça prend absolument l'aune crispée. La façon la plus simple de le différencier, l'aune rugueux, il va te faire des grands chatons qui pendent par en bas. Comme un bouleau ou ces choses-là. Tandis que l'aune crispée, lui, il fait 3 cocottes qui pointent par en haut, un peu comme une patte de perdrix. Ils sont rigides. Puis eux autres, ça on va le cueillir à l'automne tard, puis tout l'hiver. Une autre épice que j'ai amenée. Ça se cueille. Oui. Oui. Parce qu'il faut que tu les fasses sécher. Oui, il faut les déshydrater, oui. Faut tous ces produits-là, là, on ne peut pas mettre ça sur le dash du pack-up au soleil. Là. Ça ne marche pas de même, là, tout à fait. Là. Ça prend une pièce qui est bien aérée, à l'abri de la lumière. Faut pas que ça soit séché directement au soleil pour pouvoir conserver toutes les propriétés. Là. Ouais. Est-ce que c'est... Quand tu fais ça, la longueur de ça aussi? Quand on parle de... Ton filmet, si on veut, là, de bien du poivre, là. Oui. C'est petit comme ça ou c'est long? Non, c'est des petites cocottes, là, je te dirais, ça vient même pas un pouce de long. Puis là, tu fais juste ça, puis ça tombe? Non, faut vraiment que tu strippes, là. Okay. Ouais. Tu sais, ça branche, là, ça va te rester dans les mains. Puis tu vas avoir du bois qui va suivre, là, aussi, là. Fait que c'est du nettoyage aussi par après, là, pour en arriver avec un produit fini. Ouais. Une autre épice qui est très appréciée, celle-là, elle est fun à cueillir, ça. Ça, tu cueilles ça au mois d'août, quand il fait 30 degrés, sur le bord du lac. Ouais, en gogoune, en culotte courte, assis, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Mais, t'espères qu'il n'y ait pas trop de frappe à bord cet été-là. Les graines de méric baumier. Allez voir, ça, c'est très, très, très odorant. Ça, c'est une petite branche, je vais un peu m'en prendre une cocotte, rien que pour... Du méric baumier. Regardez, c'est une petite cocotte de même. On la coupe au ciseau, en dessous. On laisse tomber ça dans un bac. Ouais. Ça va pousser tout autour des lacs. Les lacs, ça prend des lacs surtout en sable, avec des grandes baies, là, les lacs de sable avec des grandes baies. Là, dans le fond de la baie, on va en trouver pas mal de ça. Moi, le méric, ça va venir à peu près en dessous des bras, là, 4 pieds, 4 pieds et demi, là. Ouais. Ça va donner une épice un peu style italienne. On va chercher des arômes de thym, de laurier, d'origan. C'est très piquant, c'est très poivré comme épice. Ça, avec tout ce qui est pour braiser des viandes, avec les poissons. On va s'en servir avec tout ce qui est mets italien, parce qu'il y a beaucoup de tomates, ces affaires-là, c'est excellent. Ouais. Faut pas en mettre gros, par exemple. Hein? Ça punch. Excusez-moi, je sors d'un rhume. Hein? Non, oui, je bois de la Budweiser. Une autre qui est méconnue, mais qui mérite à être connue là, de plus en plus, là, elle est plus difficile à trouver. Ça, c'est beaucoup plus nordique comme plante. C'est la Comptonie voyageuse. La Comptonie voyageuse, vous allez voir, c'est des tout petits chatons comme ça. Ça va donner une épice un peu style asiatique. On va chercher des arômes de cardamome, galanga. Ça va rappeler un peu le clou de girofle également.
avec tout ce qui est les poissons, les fruits de mer, les sautés de légumes, ces choses-là, c'est vraiment une épice incroyable. Ça, la Comptanie, ça pousse vraiment dans le nord, dans le sable, dans un terrain pauvre, acide. Il y en a beaucoup de ça de Comptanie au lac Saint-Jean, des bleuetières. Ça cherche à envahir les bleuetières. C'est pour ça que c'est un petit peu méconnu, parce qu'au lac Saint-Jean, ben, ils se battent plus pour l'éradiquer que pour l'exploiter. Mais c'est une épice vraiment incroyable. Ouais. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas, là, vous y allez. Oui. L'idéal, c'est avec un déshydrateur alimentaire. C'est ça, c'est là qu'on va aller chercher le meilleur de la qualité. Sinon, ben... le secret avec toutes les plantes sauvages, là, c'est le 100 degrés Fahrenheit. Faut pas dépasser 100 degrés Fahrenheit. Ouais. Si on dépasse le 100 Fahrenheit, on va brûler les propriétés des plantes. On va aller perdre la saveur, on va perdre des propriétés, on va perdre de l'arôme, puis on va perdre énormément en apparence aussi des plantes. Ouais. Fait que l'important, c'est de ne pas dépasser le 100 Fahrenheit. Au four, normalement, il commence à ça, à 100. Fait que c'est limite un peu le four. C'est un petit peu chaud tout le temps. Ouais. Juste un petit peu chaud. Là, je vais vous épater avec une épice, là. Vous allez dire, ben voyons donc. Ben oui, de l'épinette. L'épinette noire. On utilise en épice. Ouais. Vous allez voir, c'est très aromatique. Le petit repousse printanière, encore un peu comme le sapin. Et là, on peut se servir de l'épinette, puis nous autres, on la met en poudre. Ça fait passer. En poudre, on va s'en servir un peu comme du romarin. Mais là, c'est punché, c'est concentré, ça, là. Une petite pincée seulement, avec les mêmes choses encore avec les poissons, avec les gibiers. Tu mets juste une petite pincée pour faire des marinades sèches, mariner de la viande, ces choses-là, c'était écœurant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est concentré, ça, là. Ah oui. Ouais, encore la petite repousse printanière, ouais, qu'on va se servir de ça. Ah oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'était les... Toutes les épices, Oui. c'est Québec. Oui, absolument. Oui, ça. On n'a pas besoin de faire venir ça d'Asie puis de l'extérieur, des épices, ces choses-là. On a tout dans nos forêts ici au Québec pour pouvoir se rapprovisionner notre terroir puis toutes ces choses-là. Parce que là, on est habitué, mettons, avec du commercial qui coûte 25 cents chez Dollarama. Mais si on creuse un peu, on a tous les équivalents ici au Québec, ces choses-là. Là. Ah oui. Puis on va chercher des arômes, des saveurs, des textures qu'on n'ira pas chercher avec les épices qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on ne sait pas comment ils sont cultivés non plus là, à cette heure. Là. Ouais. Avec ces produits-là, on ne peut pas être plus bio que ça. C'est pas naturel dans le bois. Fait que... oui. Oui, j'ai plus de travailleurs forestiers. Oui, il va y avoir plus de débroussailleurs ou de planteurs qui vont, sur le off, vont venir travailler avec moi, ces choses-là. Ouais. Ouais. Il y aurait moyen, mais la trappe, ça va se faire plus en automne-hiver, tandis que les cueillettes vont se faire principalement en été. Fait que ça va être dur de combler les deux, ouais.
Ouais, puis moi, dans ma région, mais je fais partie de la réserve à Castor, fait que j'ai pas grand trappeur dans mon coin qui... Ouais. Oui? Nous autres, on ne donne pas de formation. Nous autres, ben, je vais former mes cailleurs à l'interne pour mes besoins, pour mon entreprise. Là. Mais quand tu fouilles sur Internet un peu, là, ils s'en donnent partout de la formation pour cailleurs, ces choses-là. Là. Tu informes différentes associations forestières régionales, ces choses-là. Là, puis eux autres vont te rediriger là, facilement. Là. Ouais. Oui. Ah ben, moi, je prends le bois à fin mai. Je ressors au mois de novembre, là. On neige. Ah ouais. Ouais, c'est ça, on a notre chalet, puis on fait tout à partir du chalet, là. Puis nous autres, tout est transformé directement en chalet. Tout va être déshydraté la journée même de la cueillette. Fait que, nous autres, c'est ça. Fait qu'on rentre avec nos cueillettes en fin de journée, on met ça dans nos déshydrateurs, on chauffe ça. Tout est ventilé, chauffé. Puis c'est descendu vrac à notre entrepôt à Grande-Pile, un petit village à Mauricie où on a notre entrepôt. Puis à partir de là, ben, ça va être emballé, étiqueté, redistribué, ces choses-là. Ouais. Oh, c'est assez grand, là. On parle de... Nous autres, on cueille sur la route 10, en haut de la Tuque. Mais ça va virer jusqu'au réservoir Gouin, là. Hein? Oui, c'est tout, c'est à de la couronne, oui, oui. Ouais. Puis après, c'est quoi? C'est tout sur des chemins forestiers un peu hors de la 10, là, comment on se fait? Oui, c'est tout des chemins forestiers, oui. Oui, oui. Oui, ton Honda Civic, il vivra pas vieux dans ce coin-là, là. Des questions? Ça, là, je vous ai présenté les principales épices. C'était des... ceux qui sont pas nécessairement les plus faciles à identifier, mais ceux qui ont le plus d'intérêt. Tu sais, tant qu'à s'attarder à quelque chose, ben, tu sais, c'est faire des recherches, mais là, à partir de là, vous allez être capable d'aller fouiller un peu puis d'aller les retrouver. Là. C'est vraiment des épices qui ont un très gros potentiel, là, puis qui sont le fun à cuisiner. Là. Oui. Oui. Tu peux le retrouver ailleurs, mais il n'est pas dans son élément. Là. C'est vraiment sur le bord de l'eau. Lui, il pousse les deux pieds dans l'eau. Ouais. Même le méric baumier va être utilisé beaucoup pour reconstruire les berges, ces choses-là, parce qu'il retient l'eau, lui, là. Fait que, ouais. Est-ce que tu fais du champignon séché ou des tisanes avec des champignons ou pour agrémenter un plat de cuisson? Ben, les champignons séchés, on en fait, oui, mais pour faire des tisanes, ces choses-là, c'est le chaga qu'on appelle. Ouais. Peut-être le chaga, c'est un gros champignon noir qui pousse ses bouleaux. Puis on fait un breuvage avec ce champignon-là qui se boit un peu comme un café. Puis 1 gramme de chaga, ça équivaut à 3 livres de bleuet en antioxydant. Stimule le système immunitaire, antiviral, cancérigène. Viendrez au kiosque, on en a à vendre, là, c'est pas un problème. Là. Ouais. Mais la seule affaire en tisane, le champignon, c'est le chaga. Il y a le reishi, mais moi, dans le Nord, j'en ai pas bien, bien. Après, c'est rare à Tuc. En poudre, c'est environ une cuillère à thé par tasse. Sinon, en morceaux, ben, on va faire une décoction avec. Ça veut dire qu'on prend quelques blocs, là, bloc à peu près 1 pouce carré. On en prend 2-3 blocs, on met ça dans 1 litre d'eau, laisse ça bouillir une demi-heure. Tu récupères la décoction, puis tu peux me servir des mêmes blocs 3-4 fois. Tu disais que c'était pas mal oxydant. Antioxydant. Antioxydant. Ouais. Puis tes zones, là, tu disais, là, ton poil, là, Ouais. les liens seraient en haut. Les chatons mâles, il faut qu'ils pointent par en haut, comme une patte de perdrix. Ouais. Ceux qui pointent par en bas, non, c'est pas bon, ça, c'est de l'onde rugueux. Là, l'onde rugueux, lui, tu vas le retrouver plus dans les fossés, dans les milieux humides, bord des cours d'eau, ces affaires-là, dans les terrains bien humides, tandis que l'onde crispée, lui, tu vas le retrouver top montagne. Dans les vieux pits de sable, dans les vieux chemins forestiers qui traversent la montagne, ces affaires-là, tu vas le retrouver là-dedans. Dans des terrains bien drainés, bien sablonneux, bien rocailleux. Tandis que l'onde rugueux, lui, tu vas le retrouver dans des terrains humides, swampeux. Ouais. Entre les écorces, tu vas avoir de la misère, ouais.
Ouais. Mais au niveau de la taille, tu vas le savoir tout de suite. L'onde rugueux, lui, il peut venir assez gros. Là. Il peut pogner son 6 pouces à la souche comme faut. Puis il va mesurer 13, 14, 16 pieds de haut. Tandis que le rugueux, le crispé, lui, quand il a pogné 12 pieds, là, c'est le maximum. Puis il reste tout petit, là, 3 pouces et demi, 3 pouces. Là, ouais. Et tu as ça quoi, milieu de l'été, fin de l'été? L'onde, lui, on va le cueillir en hiver. À l'automne, très tard, puis tout l'hiver. Ouais. Même là, ça va bien à ce temps-ci de l'année. Il y a de la neige en masse. Là. Fait que là, tu y vas en raquette, là, puis tu pognes avec la top. Ouais. Tandis que quand tu y vas, mettons, au mois de décembre, quelque chose de même, ben là, tu es obligé de coucher l'arbre tout le temps. Là. Parce que là, ben, il te reste juste à aller pour ramasser les cocottes en haut. Oui? Non, c'est justement, il faut le faire bouillir pour les faire sortir. Parce que le chaga, ça, c'est dur comme du bois, là. C'est dur, dur, dur. Fait que si on ne fait pas chauffer quelque manière, ben il n'y a rien qui va sortir de dedans. Tu sais, on dit faire bouillir, mais dans le fond, c'est de le faire frémir, là. Ouais, c'est ça. Pas un gros bouillon, parce qu'à gros bouillon, tu vas manquer d'eau le moment donné. Ouais, il y en a qui disent qu'il faut en laisser, il y en a qui disent que c'est pas grave. Moi, je vous dis, c'est pas bien grave, tu cueilleras jamais 2 fois sur le même arbre. Non, mais il va le tuer, l'arbre. Avant que tu aies le temps de revenir, là, l'arbre va être mort. Ouais. C'est un parasite, dans le fond. Fait que si tu vois un chaga pogné, ça change rien. Ouais, c'est ça, mais ça fait 15-20 ans qu'il est sur l'arbre. Mais l'arbre, il vivra pas un autre 15-20 ans. Il reste que, s'il est rendu à ce grosseur-là, ton arbre, il reste pas 10 ans à vivre. Ouais, en morceaux comme ça, si tu gardes rien que dans un gros bloc, t'es mieux de le mettre au congélateur. Au congélateur, il va se conserver environ 6 mois. Sinon, ben, tu le casses en petits morceaux, puis tu le mets au déshydrateur à sécher, puis là, après ça, c'est plus un problème, là. Ouais. Ouais, une hache, une machette, ou quelque chose d'assez solide là, pour le décrocher d'après l'arbre. C'est pour ça que moi, il y en a qui disent qu'on peut le cueillir à l'année. Moi, je préfère le cueillir en hiver, justement parce qu'il est gelé, il n'y a plus d'eau dedans, puis il est pas mal plus facile à casser en hiver qu'en été. En été, tu vas varger dedans, mais il est plein de sève, là, fait que là, avant de venir à bout de l'arracher puis de le casser, tu vas travailler pas mal plus fort qu'en hiver. Puis en hiver, ben l'avantage, c'est que si tu n'as pas le temps de tout le traiter immédiatement, ben tu le laisses dans le banc de neige, il est gelé pareil, fait que ça change rien, tu sais. Fait que tu as du temps pour le traiter. Ouais. Absolument, absolument. Faut que ton arbre soit vivant. Si ton arbre est mort, ton chaga est plus mort. Et il est mort aussi, fait qu'il est plus bon, ouais. Idéalement, c'est de le faire sécher en premier. C'est de le faire sécher comme il faut, parce que là, sinon, ben, tu mets beaucoup d'humidité dans de l'eau. Fait que, tu sais, ça va, avant que les nutriments en sortent, ces affaires-là, ça va prendre beaucoup de temps, puis ça va goûter plus l'eau que le chaga. Mais si tu le fais sécher comme il faut en premier, après ça, ça va donner une décoction de meilleure qualité. Ouais. Ouais, tu peux le réduire en poudre, tu vas voir, c'est quelque chose. C'est eux sur le moulin à café qui ont maudit. Oui? Oui, il peut en avoir plus qu'un, oui. Oui. La poudre d'épinette, là, tu prends ça avec la gomme? Non, c'est la pousse d'épinette. Un peu comme la pousse de sapin au printemps. Mais quand il repousse l'épinette noire au printemps, le bourgeon vert, là, ben on le cueille puis on le met en poudre. Ouais. Fait sécher puis avant de le mettre en poudre, ouais. Oui. Tu parlais tout à l'heure des associations forestières régionales qui peuvent donner des formations sur ça. Est-ce que c'est comme des syndicats forestiers ou c'est encore autre chose? Oui, mais c'est parce que ça dépend des régions, là, c'est arrangé différemment. Là. Mais ouais, c'est sûr, c'est parce qu'avec les associations forestières, eux autres vont être en mesure de te rediriger au bon groupe. Là, ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça, les associations forestières, c'est d'autres choses que les groupements forestiers. Là. Ouais, c'est ça. C'est eux autres qui gèrent un peu plus
le portrait forestier du territoire, mais c'est eux autres qui, mettons, ils vont être comme le centre, tout ce qui est des informations, puis ces choses-là que tu aurais besoin pour ta terre à bois ou ces choses-là, ben, tu appelles à l'association forestière, puis eux autres ils vont te rediriger aux bonnes personnes, mais c'est la même chose si tu appelles à une association forestière pour des cours en mycologie ou ces choses-là, ben, eux autres vont dire, OK, dans notre région, ben, c'est telle entreprise ou telle coopérative ou ces choses-là, ben, ils vont pouvoir te rediriger facilement, eux autres. Là. Oui. Non, nous autres, on est rendu une coche au-dessus, là, mais la machine, nous autres, on a un blender, il a coûté assez cher, là. Notre blender, il vire 36 000 tours minute, là. Fait que, on est rendu avec une machine assez performante pour venir à bout de mettre ça en poudre. Ouais. Ah oui, ça spin sur un moyen temps, celle-là. Un avion qui décolle dans l'atelier quand on part ça. À la TUC, il y en a un peu. Il va en avoir beaucoup, mettons. À la TUC, on va en avoir beaucoup dans le secteur du Lac-Édouard, où il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup plus de feuillus dans le secteur du Lac-Édouard en descendant vers la ZAC-Besançon, la ZAC, ces ZAC-là. Les autres, il y en a beaucoup. Sinon, tout ce qui est la partie au nord de Saint-Tite, au nord de Shawinigan, en montant dans Port-Neuf, là, il y en a partout, là. C'est pas ça qui manque. Ouais. Quand on traverse la rive sud, par exemple, la rive sud du fleuve, il est plus rare un peu. Ici, on va commencer à en avoir un peu, là. Les hivers sont un petit peu plus rudes, mettons, dans la région ici. Mais mettons, quand tu descends dans les bois francs, mettons, comme à Victoriaville, ces places-là, là, il est très, très rare. Ouais. Mais plus que tu montes, mettons, tu vas monter en Beauce, tu vas commencer à en avoir pour la peine. Puis là, quand tu rentres en Gaspésie, puis ces régions-là, là, il y en a, c'est pas ça qui manque. Oui, principalement le bouleau jaune, mais on peut le retrouver aussi sur le bouleau blanc, ouais. Non, ça dérange pas, c'est un ou l'autre, ouais. Le champignon est plus bon, ouais. Présentement, le chaga, le marché est pas mal saturé. Oui, il y a plus d'offres que de demandes présentement là, sur le chaga. Là. Ouais. OK. Ouais, je sais pas si. Ouais, avez-vous d'autres questions?